Léon XIV était ce matin à Cera, près de Naples, en Italie, connu pour ses nombreuses décharges et sites d'incinération illégale depuis la fin des années 80, des sites qui entraînent la pollution des sols et des nappes phréatiques. Il a rencontré des familles qui ont perdu des proches à cause de cette pollution. Le pape y a dénoncé notamment l'impunité. Je vous propose de l'écouter. Je suis venu avant tout pour essuyer les larmes de ceux qui ont perdu des êtres chers, tués par la pollution environnementale, causée par des individus et des organisations sans scrupules qui ont pu agir trop longtemps en toute impunité. Nous devons en effet démanteler une culture du privilège, de l'arrogance et de l'absence de responsabilité qui a fait tant de mal à cette terre, ainsi qu'à de nombreuses autres régions d'Italie et du monde. Et nous plongeons notre réflexion avec notre invité Arthur Herlin. Bonjour, vous êtes reporter à Paris Match, spécialiste du Vatican. Vous avez notamment suivi le voyage du pape en Afrique. Est-ce que vous pourriez tout d'abord nous expliquer le choix, la pertinence de ce choix, de ce déplacement aujourd'hui pour le pape ? Disons déjà que c'est un déplacement assez incontournable dans un pontificat. On se souvient notamment de Jean-Paul II qui était allé en Sicile. Il avait fait un discours extrêmement virulent, haussant la voix. On dit même que son bras droit à ce moment-là a cru qu'il se mettait sa vie en danger. Le pape François aussi avait fait un déplacement à Naples. Et tous ces déplacements en Italie sont souvent l'occasion de pouvoir aborder des questions qui sont forcément finalement internationales. Donc là, le pape choisit aussi une occasion de dérouler un discours totalement dans le cadre de Laudato Si, cette encyclique de François consacré à l'écologie intégrale. C'est un discours typique d'écologie intégrale. Et puis à la fois, il l'a dit, son rôle est d'abord d'essuyer les larmes. C'est donc un discours pastoral. C'est son rôle, il est pleinement dans ce rôle. Et avec l'écologie intégrale, ça lui permet aussi d'aborder des sujets, disons, sociaux. C'est comme ça que François a voulu penser cette encyclique met en avant l'écologie intégrale qui consiste à prendre l'écologie dans tout son cadre, c'est-à-dire en prenant en compte l'homme aussi, pas seulement la nature et l'environnement. Et c'est à l'image des rencontres qu'il fait à chacun de ses déplacements. Je le disais, vous l'avez suivi en Afrique. Alors là, il a rencontré des familles de victimes. En Afrique, il était avec des détenus, avec des personnes qui étaient internées en hôpital psychiatrique, des étudiants, d'autres victimes aussi. C'est important pour le pape de mettre l'individu au cœur de son pontificat. Mais oui, il est là pour ça. Quand il va en Afrique, ce n'est pas pour cautionner ou soutenir un régime politique. Ce n'est pas seulement pour encourager l'Église locale, encore que c'est aussi un incontournable. Mais c'est d'abord, et il me l'a dit en plus à la fin du voyage, dans l'avion du retour, je lui ai demandé s'il n'avait pas peur que ces déplacements soient interprétés comme un cautionnement moral de ces régimes. Il m'a dit non, le pape et le Vatican a la possibilité de dialoguer avec tous. Donc ça permet à l'Église catholique de venir se porter au chevet des populations. C'est ça le rôle crucial du pape et la fonction première de ses voyages. Et donc forcément, il doit se prêter un peu au jeu de serrer la main des chefs d'État, mais il va se porter, et on l'a vu, c'est ce qu'il a préféré. Moi, je le voyais évidemment participer aux messes, comme on voit là dans les images. Mais là où il était le plus à l'aise, là où il était le plus épanoui, c'était lorsqu'il se retrouvait au contact des gens qui souffraient. Vous parliez de l'hôpital psychiatrique, moi j'y étais, en Guinée équatoriale. C'était à la fin du voyage et c'était le premier moment où il a fait spontanément un bain de foule, quitte à se mettre en danger parce qu'on avait des personnes qui étaient instable mentalement et finalement il y a à peine réfléchi, il est allé les prendre dans ses bras, faire des selfies, etc. Donc son rôle, c'est bien celui-ci. Vous parliez aussi de la prison à Bata.
c'est une prison absolument terrible. On estime qu'une bonne part des prisonniers qui y sont des prisonniers politiques. Et il a eu un discours très spirituel pour le coup, parce que sans doute, ça a été mon hypothèse dans une analyse, sans doute son discours avait été relu par le régime, mais il a eu un discours pour rappeler à la dignité des personnes et à l'amélioration des conditions de vie des prisonniers un peu plus tôt dans la journée lors d'une homélie dans une basilique près de Bata. Et ça a été là l'occasion de délivrer des messages parce que pour le coup, les textes spirituels ne sont pas relus. Donc on voit qu'il y a eu un jeu de chat et de la souris et que le pape Léon a su tirer son épingle du jeu. Et alors il a dit aux prisonniers que le Seigneur était toujours avec eux. Il s'est mis à pleuvoir sur eux et ils étaient trempés des pieds à la tête. Et il leur a dit que c'était une pluie de bénédiction. Et tous les prisonniers se sont mis à crier Libertad, Libertad, Libertad spontanément. Ça a été une scène majeure du voyage. On s'attendait il y a un an à un pape discret, c'est l'image que l'on a eue de lui lors des premières heures. Et puis finalement, il y a eu cet engagement. À partir de quel moment est-il devenu ce pape qui n'hésite pas à nommer les choses et à déranger et à bousculer? Alors, c'est vrai que ça a été une vraie évolution, là, en un an. Moi, j'aurais tendance à dire que le voyage a été vraiment fondateur, et pas seulement parce qu'il allait dans des pays autoritaires ou qu'il allait dans les lieux que nous avons mentionnés, mais parce qu'il y a eu aussi cette joute avec Donald Trump au début du voyage au sujet de l'Iran, et que ça a été un moment vraiment de questions et de réponses, enfin de dialogue entre les deux hommes. Et là, on peut dire qu'il s'est absolument révélé. Il n'a pas eu peur de dire les mots. D'ailleurs, il a dit « Je n'ai pas peur de l'administration Trump ». C'est quand même des paroles très très fortes, mais il a aussi dit que Trump était dans son rôle de président et que lui, il était dans son rôle de pape et qu'il n'abordait pas les sujets de la même manière. Le pape, au fond, parle de politique, mais il y parle avec un angle spirituel. Il ne fait pas de la politique. C'est donc tout son enjeu. Ça lui permet d'avoir une liberté de parole qui est absolument incroyable et qui s'est révélée pendant tout le voyage, aussi bien en Algérie qu'au Cameroun, qu'en Angola et en Guinée. Il a su à chaque moment s'adapter et dire à chacun des chefs d'État et des autorités ce qu'il avait à dire sur les libertés fondamentales, sur le respect de la dignité de l'homme, sur le partage des ressources. Il n'a jamais éludé les grands problèmes de chacun de ces pays. Donc moi, j'aurais tendance à dire que c'est le voyage. Ceci dit, on savait que c'était dans l'ADN de ce pape, parce que quand il a été élu, on s'est mis à fouiller son profil Twitter et son passé, et on a bien vu que dans Twitter, quelques semaines avant d'être élu, il répondait déjà directement à J.D. Vance, qui prétendait que dans les évangiles, lorsqu'on parlait du prochain, on parlait de celui qui était proche de nous d'abord, et qu'il fallait d'abord finalement être solidaire avec les gens autour de nous et puis décrescendo, moins se soucier des gens qui étaient éloignés. Et le pape lui a rappelé que c'était théologiquement faux. Et voilà. Effectivement, les cardinaux qui l'ont élu savaient qu'il pourrait éventuellement faire rempart à ce Donald Trump tonitruant dont on savait qu'il risquait de faire une présidence, un mandat assez difficile pour tout le monde. En s'opposant justement à Donald Trump, à votre avis, quelle vision nous donne-t-il, a-t-il à l'esprit de ce que devrait être un dirigeant chrétien ? Comme je disais, un dirigeant chrétien et un pape, a fortiori, doit être, et c'est pas moi qui l'invente, c'est ce que disent les papes les uns après les autres, mais doivent aborder les sujets politiques avec un regard spirituel, avec un regard chrétien, qui est porté d'abord sur le soin aux plus faibles, le partage équitable. D'ailleurs, il en a parlé encore aujourd'hui dans son discours à Tchera. Il parle d'éthique, il parle de respect des plus faibles. C'est quelque chose, c'est des mots qui reviennent beaucoup. Et il parle même de politique. Il explique que les politiques doivent être éduqués, les gouvernants doivent être éduqués aussi, éduqués à penser non pas seulement en termes de profit, mais en termes de bien-être et de vivre ensemble. Donc, un chef d'État religieux, le pape, doit finalement aborder tous les sujets. De toute façon, il ne peut plus faire l'impasse aujourd'hui. Jean-Paul II avait montré la voie. François a été sur tous les terrains et a aussi évidemment été qualifié de pape
politique, on peut dire que Léon fait la jonction. Et peut-être qu'on va l'évoquer, mais l'encyclique qui va sortir après-demain sur l'intelligence artificielle en est aussi la preuve. Il s'exprime face à Donald Trump, mais pas seulement. Il répond aussi à des grands manias de l'intelligence artificielle, notamment Peter Thiel, qui est un des pionniers de l'intelligence artificielle, qui est pour une intelligence artificielle totalement dérégulée. Et là, le pape va sans doute lui opposer une intelligence artificielle encadrée, éthique, et qui a le souci des individus. Et il se positionne, effectivement, ça risque d'être un acte essentiel de son pontificat, seulement un an après son élection, sa désignation par les cardinaux. Il va parler de la protection de la personne humaine à l'ère de l'intelligence artificielle. Et c'est vrai qu'il va être l'un des premiers à donner véritablement un cadre. Oui, moi, personnellement, je trouve ça absolument énorme. Il y a très peu de voix dans le monde qui s'expriment, mis à part les grands pionniers de l'intelligence artificielle et les Elon Musk et j'en passe. Mais c'est la première voix, disons, morale, la première autorité morale qui va s'exprimer. On attend un texte très puissant. On sait qu'il a des facultés. Bon, c'est quelqu'un qui a été mathématicien, qui a été professeur de droit canon, qui a une grande rigueur intellectuelle. Donc on pense que ça va être très riche. Il est inspiré par Saint-Augustin, donc il a aussi un aspect philosophique très prononcé. Donc ça va être un texte puissant, ça va être le premier réellement de son pontificat, et forcément ça va venir imprégner tout le reste du pontificat. D'ailleurs, je pense que ce texte va ensuite être évoqué, notamment lors de son voyage en France. Voyage en France qui est prévu cet automne. On peut s'attendre là aussi à un voyage politique. Ce sera la teneur de ce déplacement. C'est vrai qu'il est attendu avec beaucoup d'impatience, pas seulement par les fidèles. On sait à quel point nos dirigeants ont souhaité la présence du pape, notamment François, pour la réouverture Notre-Dame de Paris. Oui, alors je ne pense pas que la politique sera l'axe principal de son voyage. Il l'a dit, il voudrait renouer avec les Français après l'ère François. Les Français se sont sentis un petit peu délaissés, notamment lors de l'épisode de Notre-Dame. Il voudrait restaurer une relation. La France a toujours été un pays très favorisé par les différents papes. Je pense qu'il veut retourner à cela. Il sait que intellectuellement, géopolitiquement, la France est encore très puissante et donc il peut absolument pas faire sans. Il voudrait compter sur la France. D'ailleurs, il y a eu des échanges assez forts avec Emmanuel Macron quelques jours avant de partir en Afrique. Mais l'aspect politique sera présent. Il va forcément, comme il est de rigueur, se rendre à l'Élysée et prononcer un discours devant les autorités françaises. Et puis, on parle d'une étape encore tenue secrète dans l'est de la France. Alors ça pourrait être à Metz, près de Metz, dans le village où a vécu Robert Schuman, qui est vénérable, qui est qui est en chemin de sainteté. Et ça pourrait être aussi à Strasbourg. Et cette journée sera dédiée, me semble-t-il, ai-je entendu, à la paix. Donc ça sera un grand message sans doute aussi géopolitique, adressé au monde entier, et adressé aussi à Strasbourg, et c'est peut-être là d'ailleurs qu'il parlera, qu'il aura des mots sur l'intelligence artificielle, et on ne peut que s'attendre à un discours qui aborde en tout cas des aspects très politiques. Il y a un Français, notre confrère, Christophe Glaise, qui est détenu actuellement en Algérie. Vous aviez abordé ce sujet avec le pape lors de son déplacement en Algérie. J'en parle parce que ça nous montre aussi qu'il est au courant de tout. C'est ce qu'il vous a dit. Il était bien évidemment au courant de cette situation et on sait qu'il peut agir et que peut-être a-t-il parlé avec le président Tebboune au sujet du sort de Christophe Glaise, dont on espère peut-être la libération la semaine prochaine à l'occasion de l'Aïd. Oui, tout à fait, on l'espère grandement. Alors, il est très certainement mis au courant par ses conseillers. On sait que quand il part en avion, nous sommes
au fond de l'avion, mais devant, il y a des dizaines de conseillers qui sont autour de lui, notamment son secrétaire d'État, le cardinal Parolin, et que chaque voyage, chaque étape du voyage est préparée méticuleusement. Il a, comme je l'ai dit tout à l'heure, reçu Emmanuel Macron, qui lui en a très certainement parlé aussi quelques jours avant le départ. Donc ça, j'en étais sûr, même en lui posant la question, en lui adressant cette cause, je me doutais qu'il en avait entendu parler, mais c'était pour moi l'occasion de lui montrer que entre journalistes nous étions, disons, solidaires, et que je voulais aussi par ailleurs enfoncer le clou. Et j'ai entendu ici et là que ce n'était pas vraiment le rôle du pape que de libérer des prisonniers. Certes, il n'a pas les moyens, disons, coercitifs ou des moyens quelconques, mais le Vatican, c'est une diplomatie, disons, parallèle. Et je sais d'expérience que les différents papes ont aussi joué dans des causes assez similaires. Et au retour du voyage, nous avons eu la conférence de presse. J'ai pu lui poser une question donc à ce sujet, et il m'a répondu que le rôle du Saint-Siège, je l'ai évoqué un petit peu tout à l'heure, mais pour aller un peu plus dans le détail, c'était d'obtenir pour les populations des bénéfices sociaux. Ça peut être aussi la construction d'un hôpital, ça peut être l'implantation d'une communauté religieuse, mais ça peut être aussi la libération de prisonniers politiques. Arthur Harlin, je vous remercie beaucoup d'avoir réagi, d'avoir partagé effectivement votre expérience avec ce pape Léon XIV et votre ressenti quant à ce qu'il souhaite engager pour son pontificat. Merci à vous, il est 13h26 à Paris. Je vous retrouve dans quelques instants, c'est Paris Direct.